On entre à nouveau dans une grande période de nouveautés. Je vais vous parler de 4 livres qui sont sortis récemment. On a du polar, on a de la saga familiale, on a un livre qui fait du bien, on a un bon thriller. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un épisode de podcast lecture. Comme je vous l'ai dit en intro, on va parler de nouveautés, de livres qui sont sortis vraiment il n'y a pas très longtemps et de styles totalement différents. Donc, je vais vous parler de Sur scène de Karen Ponte, sorti chez Fleuve. Je vais vous parler de Cécile Cabannac, également chez Fleuve d'ailleurs, avec ce titre « À pleurer, tout nous condamne ». Je vais vous parler de Karine Giebel avec « Et chaque fois mourir un peu » chez les éditions Récamier. Et enfin, je vais vous parler du premier tome de la saga familiale de Clarisse Sabar chez Charleston, le premier tome du Secret des Agapantes qui s'appelle Flora et Joséphine. Et je commence avec le livre de Cécile Cabannac, qui est un livre très différent de ceux qu'elle a pu écrire jusqu'à présent. De mon côté, je suis à jour dans les livres de Cécile Cabannac, je suis contente. J'ai lu sa trilogie que j'ai beaucoup aimée. Et c'était une trilogie qui montait petit à petit avec un 3e tome qui est dingue et qui reste à ce jour mon tome préféré, mon livre préféré de l'autrice. L'année dernière, Cécile Cabannac a sorti un one-shot et cette année, c'est à nouveau le cas. Et autant l'année dernière, on se retrouvait à nouveau dans une enquête policière, ce qui pouvait faire penser à sa trilogie, autant là, oui, il y a une enquête, oui, on est bien sûr un polar, mais plutôt un polar à ambiance. Donc, j'aurais tendance à dire plutôt un thriller, en fait. Ce qui est très important dans ce livre, je trouve, c'est l'ambiance, l'atmosphère et ce que ça peut impliquer aussi au niveau du rythme. Parce qu'un polar d'ambiance, ça peut vous faire penser à des polars nordiques, par exemple. Et en fait, un polar d'ambiance, c'est aussi un polar qui peut paraître un petit peu lent, un petit peu froid. Et c'est aussi le temps que eh bien l'ambiance s'installe, l'atmosphère s'installe. Il faut réussir à créer tout cet univers, il faut réussir à emmener son lecteur dans cet univers. Et tout ça, ça se fait pas rapidement. Et donc, j'aurais presque tendance à dire que j'ai trouvé le début un petit peu lent. Et pourtant, ça s'explique, comme je vous dis, il faut le temps que l'histoire s'installe. Et en fait, dans ce début, on suit Alice, qui est jeune attachée parlementaire. Et pour diverses raisons, elle part à la campagne. Je vais pas vous dire n'importe où, je vais pas vous dire dans un village qu'elle connaît pas. C'est pas vrai, c'est plutôt un village d'enfance. Et alors qu'elle a besoin de couper pour plein de raisons, hein, voilà, il y a des choses qu'elle vivait pas très bien, qui sont montées petit à petit, puis à un moment donné, elle pouvait plus, enfin ce qu'on peut tout à fait comprendre quand on lit les premières pages. Eh bien, elle arrive donc dans ce village, qui est plutôt un village qui a été marqué dans sa propre histoire familiale, sur des sujets qui sont devenus presque des secrets de famille en fait, puisque il y a toute une histoire autour de sa tante qui n'a jamais été une histoire qu'elle n'a jamais pu trop aborder avec sa mère, alors que c'est sa tante et c'est la sœur de sa maman. En fait, en arrivant là avec l'esprit vide et à occuper, quelque part, eh bien, elle va creuser cette histoire, mais elle sent des résistances au niveau de sa famille déjà, que ce soit sa mère, que ce soit son père. Elle sent également des résistances, eh bien, au niveau du village. En fait, elle arrive dans ce village, les gens la connaissent, mais depuis très longtemps. Enfin, c'est pas un village où elle va fréquemment, et c'est pas qu'elle se sent pas bien accueillie, mais à la limite, c'est oh, c'est chouette de te revoir. Ah, tu veux parler de ce sujet? Ah non, bah désolé, en fait, c'est pas possible. Bon, ce que je vous dis, c'est très imagé, mais il y a un côté où on n'a pas envie que Alice ressorte ses vieilles histoires. On n'a pas envie qu'elle vienne fouiller dans tout ça. Le passé, c'est le passé. Ok, il y a une sorte de cold case puisque sa tante a disparu. On ne sait pas ce qui s'est passé, en fait. Mais tant pis. Tant pis, on préfère laisser ça de côté, qu'on arrête de nous ennuyer avec cette histoire et on avance. Bah ouais, mais ça titille Alice en fait. Et puis, elle a, comme je vous dis, la disponibilité au niveau du temps, au niveau de l'esprit pour se plonger dans cette histoire. Enfin presque, c'est aussi un besoin pour elle-même, eh bien,
se sortir de tout ce qu'elle a quitté en arrivant ici. Voilà. Donc l'histoire est intéressante, mais comme je vous dis, il y a cette ambiance qui est vraiment pesante en fait. Un village où j'ai pas très envie d'aller. Et puis ce côté cold case qui est assez original en fin de compte et qui m'a bien plu. Donc rythme un peu différent, peut-être un peu plus lent que La Petite Ritournelle de l'horreur qui est le tome 3 de sa série et qui vraiment voilà arrivait à avoir un rythme assez fou. Donc on n'est pas dans ce rythme-là. Mais derrière, c'est assez intéressant, on reste sur une enquête et on a un dénouement inattendu et ça c'est bien et ça me plaît. Donc voilà. Donc en résumé, très différent de ce que Cécile Cabannac peut écrire et en même temps, bah voilà, ça le fait, ça se lit bien, le dénouement reste inattendu, donc pour moi c'est l'un des prérequis pour un bon polar, et donc voilà, une atmosphère qui fait un peu froid dans le dos. Je vous en parle maintenant, vous pouvez le lire maintenant, etc. Mais si vous commencez à vous faire dès le mois d'avril, mai, une petite liste pour Halloween, certes c'est dans longtemps, mais bon, voilà, vous pouvez aussi vous le noter pour Halloween. Ce sera aussi un bon livre d'automne et tout ça. En même temps, avec la météo qu'on a, j'ai envie de vous dire, vous pouvez le lire maintenant, il n'y a pas de souci. Voilà, donc À pleurer, tout nous condamne de Cécile Cabannac chez Fleuve Noir. Maison d'édition, mais alors livre totalement différent, avec une couverture que j'adore tellement. C'est le nouveau livre de Karen Ponte qui s'appelle Sur scène. Et il était trop bien. Il était trop bien. En fait, moi, je vois cette couverture et je repense à plein de choses dans le livre. Je repense à des beaux moments. Et pourtant, c'est un livre qui est difficile, je vais vous en parler. Je repense aussi à la soirée de lancement à laquelle j'ai eu la chance d'assister et à... Bah, cette soirée de lancement, c'était un karaoké, donc je repense aussi à tout ça. Voilà, ce livre peut faire rêver, En fait, quand j'ai vu la couverture, j'ai pensé à plein de choses. J'ai pas voulu lire la 4e de couverture, parce que c'est bon, Karen Ponte, je suis à jour, j'ai lu tout ce qu'elle a écrit. C'est l'autrice, l'une des autrices que j'ai le plus lu, en fait, sur l'année 2023, puisque je pense que ça fait ça. Oui, c'est ça, j'étais à jour fin 2023 dans les romans de Karen Ponte. Et je sais que ce sera bien. Je sais forcément que ce sera bien. Karen Ponte, c'est une autrice que j'ai principalement écoutée en audio, mais pour ses derniers livres, donc celui qu'elle a sorti il y a 1 an, pour sa comédie de Noël et pour celui-ci, eh bien, je les ai lus en papier parce que c'était chouette de pouvoir les lire au moment de leur sortie en fait. Alors ça n'a pas été tout à fait le cas pour celui de l'année dernière parce que c'était un peu différent, enfin il y avait un autre contexte, etc. Mais en tout cas pour sa comédie romantique de Noël et pour ce livre-là, je les ai lus en papier parce que j'ai eu la chance de les recevoir avant qu'ils sortent et du coup ça me tenait à cœur de pouvoir les chroniquer au moment de leur sortie. Donc plus de livres audio, peut-être que je passerai toujours à des livres papier maintenant avec Karen Ponte, mais si vous voulez la découvrir, je vous dis, écoutez ces livres audio, ils sont trop bien. C'est pas elle qui lit l'histoire, c'est pas tout le temps la même personne qui lit les histoires, mais derrière l'écriture, c'est Karen Ponte en fait. Et du coup, elle accroche, elle arrive à nous accrocher, elle arrive à faire en sorte qu'on reste concentré. Malgré un livre audio, quand on écoute un livre audio, on n'est pas en train de rien faire. En général, on en profite pour faire autre chose. Donc, on peut avoir notre attention qui est attirée par autre chose. Mais avec une histoire de Karen Ponte, je peux vous dire que vous restez accroché à l'histoire parce que vous êtes trop pris par les personnages. Parce qu'en fait, ils paraissent tellement vrais dans chacun de ces livres que derrière, vous avez l'impression d'écouter l'histoire d'un ami, en fait, de quelqu'un que vous connaissez. Et c'est vraiment une force. Et alors, en papier, ça se lit tout aussi bien, hein, bien évidemment. Enfin, oui. Bien sûr que oui, mais c'est assez fort, je trouve, de réussir comme ça à nous raconter une histoire. Donc ça veut dire qu'on peut être assis à écouter une histoire de Karen Ponte et ça fonctionne totalement. C'est pas donné à tout le monde. Vraiment, ce que je vous dis, c'est pour moi, dans ma bouche, c'est vraiment une qualité assez folle et que j'ai beaucoup apprécié sur l'année 2023. On va faire la connaissance de Ginger. On va commencer à s'attacher à Ginger. On va découvrir que Ginger, malheureusement, a un cancer et ça se présente pas très bien.
voilà, je rentre pas dans les détails, etc. C'est encore plus compliqué que ça, mais on sent que ça va pas. Voilà, que Ginger, c'est une jeune femme qu'on apprécie très vite et malheureusement, ça va être difficile pour elle de se battre contre ce cancer. On le sent pas bien. On le sent pas bien, elle le sent pas bien. Elle le sent pas bien, donc voilà, on fait que suivre tout ça. Puis, du coup, elle a envie de profiter de sa vie. Elle a envie de faire certaines choses. Elle a envie de se lancer des défis parce que voilà, elle sent que c'est compliqué. Et elle a une meilleure amie qui s'appelle Lola et à laquelle aussi on s'attache très très vite. Et donc, donc l'histoire est compliquée. Enfin, vous voyez, on est quand même sur une jeune femme qui est, je vous dis, hyper attachante et tout ça, qui vit des choses très très difficiles. On a un sentiment d'impuissance. Moi, je vis toujours ça. Je ressens toujours ça quand je me retrouve face à un personnage comme ça. On aimerait tellement l'aider, mais c'est un personnage qui n'existe pas, donc je peux pas l'aider. Mais derrière, enfin oui, il y a un côté comme ça, un sentiment d'impuissance. Et derrière, donc on transmet tout à Lola. On se dit Lola va l'aider, etc. Et en même temps, Lola, elle a aussi ses propres faiblesses. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Ce thème-là, Karen Pont l'a déjà abordé dans un de ses livres d'une façon un peu différente. C'est-à-dire que on avait effectivement une histoire d'amitié très très forte et l'une est malade et décède, mais quasiment tout de suite dans le livre. Ça arrive très très vite. Et donc on est plutôt sur l'après en fait, avec des petites choses autour, etc. qui étaient... Enfin voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je pourrais pas vous redonner le titre par cœur, mais voilà, si vous pouvez m'envoyer un message si vous voulez, je vous le retrouverai parce que je vous donne une information approximative. Mais ça ne veut pas dire que je me transforme en Wikipédia. J'ai toujours beaucoup de mal à répondre aux gens qui me demandent l'ordre de toutes les séries, etc. Et voilà, donc je me transforme pas en Wikipédia, mais là c'est que je vous donne une information approximative. Donc si vous voulez l'information complète, c'est normal que je vous la donne. Mais du coup, on peut avoir l'impression que c'est un thème que Karen Pont a déjà abordé. Et en même temps, pas de cette façon-là. Et en même temps... Eh bien, là, Lola, c'est pas un personnage qui existe que pour mettre Ginger en avant. Donc, Ginger est malade, c'est très difficile, etc. C'est aussi très difficile pour Lola. Lola a ses propres faiblesses, elle souffre d'anxiété. Et c'est pas parce que Ginger vit ça, et qui est terrible, qui est très difficile, qui est horrible, enfin vraiment... eh bien, c'est pas pour ça qu'elle en oublie Lola aussi. Et tout ne tourne pas autour de Ginger. Mais ça pourrait, ce serait justifié. C'est souvent le cas dans ce style de livre. Mais en fait, Ginger n'oublie pas Lola. Lola, elle a enfin, quand je dis des faiblesses, c'est voilà, elle est pas, personne n'est parfait. Donc en fait, c'est pas la parfaite meilleure amie qui est là pour rendre service à Ginger, pour lui apporter le moindre petit truc dont elle a besoin. Voilà, c'est pas un personnage présent pour être au service de Ginger. Elle a aussi elle-même alors certes, c'est pas de la même c'est pas la même gravité, elle vit pas non plus un cancer, elle est pas en fin de vie, mais derrière, elle a des barrières, elle a des choses, des points faibles, comme tout le monde a des points faibles, et elle va devoir passer au-delà pour, eh bien, faire le maximum pour sa meilleure amie. Et ça, c'est très fort. Alors, ce que je vous dis, c'est peut-être un détail de l'histoire. Hein. Je suis pas en train de vous résumer l'histoire, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui m'a beaucoup plu parce que je trouve que autant c'est un sujet qu'on peut voir, effectivement, deux amis, l'une est très malade et l'autre arrête sa vie pour se mettre au service de son amie, pour vivre avec elle ces derniers moments, ok, c'est quelque chose qu'on peut voir. Mais là, en l'occurrence, eh ben, pour Lola, même si, oui, c'est évident, c'est sa meilleure amie, elle veut tout faire pour elle, oui, mais c'est évident dans l'esprit, mais c'est pas si évident à mettre en place. Voilà. Et vraiment, j'ai apprécié ça. Il y a des très beaux passages, comme toujours avec Karen Pont. Il y a beaucoup d'émotions. On passe du rire aux larmes. On a vraiment
toutes ces émotions. Et en fait, ce livre est difficile. Vous voyez, on parle d'un sujet qui est très dur. Et quand j'ai refermé ce livre, je me suis dit, oh, ça m'a fait du bien. Ce livre m'a fait du bien. Et c'est compliqué, en fait. Mais derrière, Ginger et Lola vont vivre de très chouettes moments. Et on les retient. Voilà, ça fait partie de choses qu'on retient. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de beaux passages, et notamment un sur l'anxiété de Lola, avec une histoire avec des unités d'anxiété, et c'était très bien décrit, ça m'a beaucoup plu en fait. Enfin, c'est un passage un peu long que j'ai relevé et que j'ai noté sur Babelio, mais ça m'a beaucoup marqué cette façon dont c'était écrit, où c'était pensé, et l'anxiété a été transformée en chiffres et en quelque chose de mesurable, et ça me parle puisque j'adore les chiffres, et je vous le dis à chaque fois, et donc voilà, j'ai aimé ça en fait, j'ai aimé ce passage qui est l'un des moments les plus marquants pour moi, même si c'est peut-être un passage qui reste en marge de l'histoire principale et tout ça, parce que derrière on va partir à Broadway, on va aller sur scène, on va chanter, on va penser comédie musicale, on va vivre des moments, enfin moi ça m'a fait penser à certains films que j'adore, et derrière, voilà, histoire difficile, derrière on parle de cancer, derrière on parle d'anxiété, ce sont des choses, des choses à des niveaux différents, mais en tout cas les deux sont très bien abordés, je trouve. Et voilà, toujours une écriture très juste, toujours des personnages super bien décrits. Enfin voilà, c'est du Karen Pont, donc forcément j'ai adoré, donc forcément je vais vous le conseiller. On le dévore parce que c'est un livre qui est très court, il fait 240 et quelques pages, mais voilà, 240 pages d'un condensé d'émotions, enfin très fort, très fort. Et il y a un moment où ça a été un peu difficile, pas qu'un seul moment, mais bon, voilà, il y a... Je peux rien vous dire, je viens de tomber sur cette phrase, en fait, il y a une phrase, page 228, voilà, si vous lisez le livre, il y a une phrase, page 228, voilà, au milieu du livre, c'est... En fait, on alterne les narratrices entre Lola et Ginger, et donc à chaque fois c'est raconté à la première personne, donc ça moi aussi j'adore beaucoup, enfin ça permet tellement enfin c'est hyper immersif en fait. Et donc là, page 228, Lola prend la parole, vous ne regardez pas cette page si vous n'avez pas lu le livre, voilà, vous prenez votre livre, vous commencez à le lire tranquillement, vous arrivez à la page 228, mais vous ne la regardez pas avant, parce que ça spoil un truc énorme, et ensuite vous regardez, vous voyez la façon dont c'est annoncé, et alors là, voilà, donc je vous conseille Sur scène de Karen Pont. Je passe maintenant au tome 1 de la saga familiale de Clarisse Sabat. Le nom de cette saga familiale, c'est Le secret des agapantes, et le titre de ce premier tome, c'est Flora et Joséphine. Et le titre du deuxième tome est déjà annoncé à la fin du livre, puisqu'à la fin du livre, on a 5 pages qui nous... c'est les 5 premières pages du tome 2, en fait. Et le tome 2 s'appellera Stella et Hortense. Voilà. Flora et Joséphine ont un lien puisque Flora est la petite fille de Joséphine. On commence par connaître Joséphine en fait. En 1983, on voit un moment où Joséphine se pose des questions, enfin on la suit sur quelques pages durant le prologue. Il y a une petite apparition de Flora qui est toute petite, et puis ensuite on part avec Flora en 2018 avant de retrouver Joséphine sur une double temporalité qui est super bien amenée parce que c'est Clarisse Sabat et qu'elle amène toujours très bien ces doubles temporalités. Et on retrouvera Joséphine et on va la suivre depuis son enfance, voilà. Donc en fait c'est presque comme si on avait deux temporalités avec Flora tout le temps en 2018. C'est pas tout à fait vrai, il y aura des références à son passé, mais ça va
être mis plutôt comme des souvenirs, etc. Alors que l'autre temporalité, dans la temporalité dans laquelle on suit Joséphine, là, on va voir une évolution au niveau des années, en fait, et on va suivre davantage sa vie de façon chronologique. Donc, le prologue est un peu particulier, on se demande ce qui se passe, ce qu'il y a, on comprend qu'il y a des secrets, on comprend qu'il y a des choses, mais on n'en sait pas plus. Ensuite, on part avec Flora, qui vit des choses qui sont pas évidentes. Hein. Flora, elle est galeriste d'art, mais de toute façon, on sent beaucoup l'art dans cette famille, parce que dans l'autre temporalité, avec Joséphine, on va parler, alors, d'Hemingway notamment, mais surtout du Paris impressionniste, du quartier Montparnasse, mais à cette époque-là. On va parler de Claude Monet, qui est un de mes peintres préférés. Donc voilà, il y a beaucoup d'art autour de cette famille. Donc Flora, quant à elle, elle est galeriste d'art, elle habite à Los Angeles, et en fait, pour certaines raisons, elle va aller en Normandie et se plonger dans la vie de sa famille, qu'elle connaît pas forcément bien. Il va y avoir des secrets de famille, puisqu'on est dans un livre de Clarisse Sabar et qu'il y a toujours des secrets de famille. Et moi, je lis un livre de Clarisse Sabar comme un polar. Donc, le secret de famille, c'est un peu le dénouement, si vous voulez. Oui, mais on est dans une saga familiale. Donc, à la fin du livre, on a quelques éléments, mais on a aussi un passage de témoin, une fin qui reste ouverte, parce que derrière, il y a un tome 2, puis il y aura un tome 3. Donc, voilà. Bon, je ne veux pas vous dévoiler la fin du tout, mais c'est une saga familiale. Donc, la saga se termine pas après le premier tome, on s'en doute un petit peu. J'ai passé vraiment de bons moments avec Flora et Joséphine. En fait, cette construction avec le prologue et puis tout de suite on passe à Flora alors que le prologue était plutôt sur Joséphine, c'était assez original parce que, en fait, je me suis attachée à Joséphine au début. Voilà, on est dans le prologue, je suis ce qu'elle pense, je suis ses interrogations, etc., sans savoir de quoi ça parle, hein, parce que derrière, on titille un peu notre curiosité aussi, mais voilà, je suis dans ça, et donc je suis avec Joséphine. Et hop, on m'enlève Joséphine et je pars avec Flora. Et j'avais hâte de la retrouver, Joséphine, en fait. Donc, au début, je suis partie avec Flora en me disant, bon, je pars avec Flora, mais j'ai quand même hâte de voir, d'en savoir un petit peu plus sur Joséphine. Et puis en fait, j'ai été vite prise par l'histoire, parce que Flora, ce qu'elle vit à Los Angeles, c'est pas cool du tout. Elle vit plusieurs choses difficiles, et c'est aussi pour ça qu'elle part en Normandie. Enfin, on va parler de sujets très forts, de sujets importants. Je trouve ça très bien que ce soit abordé dans ce livre, en fait. Hein. Je vous disais que Flora partait en Normandie et que derrière, elle allait découvrir des secrets de famille. Mais en fait, déjà, quand elle part de Los Angeles, elle part aussi par rapport à des soucis de famille, mais autre chose, d'une autre partie de sa famille, on va dire. Voilà, et voilà, des sujets qui sont très graves, et comme je vous dis, je trouve que c'est très bien que ce soit abordé. Et donc, derrière, en fait, en arrivant en Normandie, elle arrive dans une très belle demeure. Et c'est la maison familiale dont elle a hérité avec ses cousines, qui s'appellent Stella et Morgane. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du nom du tome 2, qui est Stella et Hortense. Voilà. Et donc, une fois qu'elle va arriver dans cet endroit, c'est marrant parce que je fais presque des parallèles avec le livre de Cécile Cabanach dont je vous parlais pas juste avant, mais au tout début de cet épisode. Eh bien, en fait, elle arrive dans cet endroit qu'elle connaît pas. Voilà, sa vie, c'est à Los Angeles. Et en fait, elle va se retrouver avec un carton, avec des affaires. Et derrière, en fouillant dedans, c'est là qu'elle va tomber sur le passé de Joséphine, d'une certaine façon, etc., etc. Voilà. J'ai beaucoup aimé parce que j'adore la plume de Clarisse Sabar. Voilà. J'adore la façon dont elle écrit. Je vous l'ai dit en vlog, je vous l'ai dit l'année dernière, je vous l'ai dit l'année d'avant. Dès que je lis un livre de Clarisse Sabar, c'est ce que je vous dis. Clarisse Sabar maîtrise la double temporalité d'une façon trop bien. Voilà. Ou alors,
c'est juste que Clarisse Sabart écrit les doubles temporalités qui me conviennent, ou alors Clarisse Sabart écrit les doubles temporalités dans les règles de l'art, mais en tout cas, moi j'adore, parce que c'est super bien dosé entre la partie présent et la partie passé. C'est vraiment comme il faut, en fait. C'est le nombre de chapitres, le nombre de pages dans chaque partie, c'est exactement ce qu'il faut. Il faut pas forcément le même nombre de pages dans le présent et dans le passé. Tout dépend de l'histoire qu'on raconte, tout dépend de la place qu'on veut laisser au passé, en fait. Généralement, le présent, c'est le plus important. Et derrière, le passé va apporter des choses ça dynamise aussi la lecture. Plutôt que de nous dire « Ah tiens, au fait... j'ai entendu dire que ma grand-mère, quand elle était petite, au lieu que ce soit de cette façon-là, qui peut paraître très lourde, et ben non, en fait, on coupe le présent et on part dans le passé, et en fait, cette fameuse enfance de la grand-mère, et ben on la vit directement, on vit directement avec la grand-mère. Non pas que la narration soit la première personne, pas du tout, mais... Enfin, ça n'implique pas forcément ça, mais en tout cas, le personnage principal devient la grand-mère, Joséphine, et on va la suivre comme ça à travers plusieurs années. Donc, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, c'était très chouette de mêler des vraies personnes qui ont réellement existé et qu'on peut admirer avec les personnages de l'histoire. Et puis voilà, moi j'ai été embarquée, j'étais bien, j'avançais dans ce livre sans me rendre compte que j'avançais à ce point. C'est un livre qui fait plus de 500 pages, ça peut paraître un bon petit pavé à lire, mais en fait ça se lit vraiment bien parce que c'est rythmé justement par cette double temporalité et puis par ce que Flora va découvrir au fur et à mesure. Et puis là, pendant toute une période, elle part en Normandie, elle laisse de côté sa vie à Los Angeles. Il y a des choses aussi qui vont se passer par rapport à ça, donc voilà, ça alimente l'histoire et ça nous intrigue et c'est très bien fait, très bien écrit, c'est trop bien. Voilà, donc en résumé, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était encore une fois très bien, une saga familiale pour Clarisse Sabart, ça lui va totalement bien, c'est super bien fait. Et en fait, j'ai à la fois retrouvé Clarisse Sabart, alors je suis pas à jour dans ses livres, hein, je suis pas tout à fait à jour, il faut que je le fasse, il faut que je m'y mette parce que j'adore ce qu'elle écrit, mais on retrouve à la fois sa plume, à la fois sa façon d'amener une double temporalité qui est originale et change à chaque fois, enfin comme je vous dis, sa maîtrise du passé et du présent, etc., enfin de la bonne dose en fait de chaque temporalité, donc tout ça on le retrouve, et en même temps, j'ai trouvé ça assez original et j'ai trouvé que ça changeait aussi de ses livres par rapport à l'histoire parce que justement la fin ne s'arrête pas à la fin du livre. Voilà. Donc écoutez, je ne peux que vous le conseiller, c'était trop bien, ce premier tome du Secret des Agapantes. Et je termine avec ce livre qui ne laisse pas du tout indifférent. Il s'agit de « Et chaque fois mourir un peu » de Karine Giebel aux éditions Récamier. Et il remue. 2024, pour moi, c'est la redécouverte de Karine Giebel. J'avais lu 3 livres d'elle il y a 10 ans, je crois. Ouais, peut-être même 11 ans maintenant, parce que j'étais enceinte de mon fils. Et j'avais adoré, notamment Juste une ombre. Je m'en souviens encore, vraiment. Il était incroyable. Et puis, je vous avais dit, quand j'avais fait ma vidéo en décembre de mes polars préférés, et puis par la suite, quand j'avais fait un peu le point sur mon année 2023 et ce que je souhaitais sur l'année 2024, eh bien, je m'étais rendu compte que... oui, il y avait des polars, vraiment les romans policiers de base, genre Agatha Christie, que je ne laissais pas tomber, puisque je lis un Agatha Christie par mois. Oui, les auteurs de polars de maintenant, genre Cécile Cabanach, mais je peux vous en citer plein, je les laisse pas tomber parce que je suis en train de les découvrir. C'est des auteurs que je vois en salon, notamment les jeunes auteurs de polars français, enfin jeunes, façon de parler, parce que c'est pas des auteurs français qui viennent forcément d'arriver là avec leur premier livre. Parfois c'est leur 4e, 5e, 6e, 7e livre. Mais ce sont des auteurs que je vois régulièrement en salon, etc. Et donc du coup, bah là, globalement, je sais à peu près ce qu'il y a enfin, ce qui se fait dans les polars de maintenant en France. Voilà, à peu près. Je dis pas que je suis spécialiste, hein, parce que ce serait pas possible de l'être, ou dans ces cas-là, ça devient mon job à plein temps. Mais derrière, enfin, je pense que je m'y connais un petit peu parce que je fais pas mal de salons, etc.
Et en fait, bah, y a un gros trou entre Agatha Christie et puis les polars de maintenant. Enfin, ça peut être même du Franck Tillier, du Bernard Minet, etc. Derrière, bah, y a des auteurs que je ne lis plus, que je n'ai jamais lus, etc. Ou des auteurs que j'ai commencé à lire et que je n'ai plus lu par la suite. Et donc là, en l'occurrence, Karine Giebel, bah, derrière, j'ai commencé à la lire et j'ai pas continué. Pourtant, bah, je vois beaucoup ses livres passer. Et donc j'avais très envie de m'y remettre et donc c'est un peu le cas sur ce début de l'année 2024 puisque j'en avais lu 3 il y a 10 ans et bien là maintenant j'en ai lu 3 autres rien que depuis le début de l'année. Donc je rattrape un petit peu mon retard si on veut. En plus j'ai eu la chance de la voir à plusieurs reprises lors d'événements privés et notamment lors d'un brunch organisé par les éditions Récamier et les éditions HarperCollins et c'était très très chouette de pouvoir passer du temps avec elle et pouvoir davantage la connaître. Dans son livre, eh bien, on part dans des pays en guerre. On accompagne Grégory, qui est infirmier à la Croix-Rouge. Donc, très difficile, en fait. Et ce livre est découpé en plusieurs chapitres, ça vous vous en doutez. Et en fait, on a presque une alternance entre Grégory, infirmier de la Croix-Rouge sur une zone de guerre. Puis, chapitre suivant, Grégory revient en France. Puis, Grégory part en mission en tant qu'infirmier de la Croix-Rouge dans une zone de guerre. Puis, Grégory revient en France. On a presque cette alternance. C'est pas toujours exact, mais pas loin. Et du coup, on avance dans la vie de Grégory comme ça. Ce livre se commence en... Tac, 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 tac. On a un petit prologue. En 1992. Et dans les derniers chapitres, on est en... 2009, 2010, qui dit mieux? 2010, 2010, 2010, 2010, voilà, 2010, je confirme. Donc, on va suivre Grégory sur un certain nombre d'années. C'est un tome 1, livre 1, Blast, voilà, c'est un tome 1, et on le sent à la fin. C'est comme ce que je vous disais avec le livre de Clarisse Sabar. C'est un tome 1 et on sait qu'il y aura un tome 2. L'histoire s'arrête à un moment où on est... Et le tome 2 sortira à l'automne alors que ce livre vient de sortir. Donc on ne nous fait pas attendre 1 an pour lire la suite. Ce que Karine Giebel nous expliquait, c'est qu'en fait elle était partie dans l'écriture de ce livre-là. Elle est dans l'écriture de ce livre depuis 2 ans je crois. Et en fait, elle écrivait, puis elle voyait le nombre de mots, ce que ça donnait en nombre de pages. Et elle écrit habituellement des gros livres, sauf un que j'ai lu en tout début d'année, qui était beaucoup plus court, même très court, je trouve, pour un polar. Mais voilà, elle partait comme ça, puis elle voyait que, en fait, elle était loin d'arriver à la fin de son histoire, alors que le nombre de mots, le nombre de pages était assez énorme. Et du coup, eh bien, pour ne pas s'empêcher d'écrire, pour ne pas être frustrée en se disant « Ah, je voulais écrire ça, mais non, je vais pas l'écrire. Ah non, je vais écrire ça, mais je vais pas l'écrire parce qu'il y aura trop de pages. » Eh bien, du coup, la décision a été prise de couper le livre en 2. Elle disait peut-être même en 3, mais a priori, ce sera plutôt en 2. Mais le tome 2 sera encore plus épais que celui-ci. Après, celui-ci, il fait 450 pages, ce qui est pas tant que ça pour un livre de Karine Giebel, mais le suivant, il sera plus conséquent. Et si on avait mis les deux dans un même tome, là, on aurait dépassé un nombre de pages, voilà, ça aurait été trop gros. Donc, on suit Grégory. Grégory, il a une vie très difficile parce que je vous l'ai dit, il est infirmier sur des zones en guerre, infirmier de la Croix-Rouge. Et donc, on va voir des choses horribles, en fait. Et lui-même va voir des choses horribles. Et donc, en fait, il est marqué par ça. Il part, il revient, il part, il revient. Quand il revient, c'est compliqué pour lui de revenir. Pourtant, il a une vie de famille, etc. Mais c'est compliqué parce que il se sent pas aussi utile que quand il est sur le terrain. Et quand il est sur le terrain, il voit des choses, mais vraiment des... Ah, c'est super dur, vraiment. Et c'est dur. Ça fait quand même réfléchir sur certains points parce que déjà, ça veut dire que depuis 92, depuis le début du livre, eh bien, il y a toujours la guerre à
plein d'endroits. Il y a des zones de guerre qu'on connaît, qui continuent à être des zones de guerre. On a toujours... Enfin, ça fait réfléchir sur les conflits qu'on voit depuis 30 ans. Voilà, c'est assez révoltant. Je peux pas dire que ce soit un livre extrêmement violent, mais il n'est pas de tout repos non plus. On va pas avoir des descriptifs incroyables de scènes de guerre et tout, mais on en a quelques-uns qui suffisent largement. Des choses très difficiles. On ménage pas les femmes pendant la guerre, pas du tout. Selon les zones de conflit, c'est d'une horreur absolue. Donc ça, c'est sûr que c'est assez difficile. Et puis voilà, nous, le personnage qu'on suit, c'est Grégory en fait. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Et c'est là où c'est très bien écrit, parce que comment réussir à décrire ça, c'est assez fou. C'est très compliqué parce que en fait, à la fois Grégory, il a besoin de se sentir utile, donc il a besoin de partir dans ces zones-là, parce que il a l'impression d'être fait pour ça, en fait. Et heureusement que des gens le font. Et en même temps, ça le détruit. Et en même temps, il faut vraiment revenir en France pour essayer de souffler un peu. Et en même temps, ça sert à quoi de revenir en France alors qu'il y a encore plein de zones en conflit et qui pourraient être beaucoup plus utiles ailleurs. C'est ce côté où... il y a deux choses contradictoires qui se battent en lui. Et la vie lui fait pas de cadeau non plus. On peut pas dire que parce qu'il fait ça, parce qu'il il donne sa vie en fait. Hein, il est vraiment au service des autres. À côté de ça, on pourrait se dire il y a une sorte d'équilibre, de justice, de je ne sais quoi. Non, non, pas dans un livre de Karine Giebel. Juste avant, moi j'ai lu Glen Afrique, hein, donc non, non, il n'y a pas de justice en fait. C'est pas, ça fonctionne pas comme ça. On peut enchaîner de l'injustice, on peut. Donc émotionnellement c'est très fort, on a mal au ventre, c'est compliqué. Et en plus de tout ça, parce que là voilà je vous raconte l'histoire et tout, on est censé être sur un polar, c'est quand même un roman noir, c'est écrit Récamier noir, le livre voilà il est noir, voilà c'est un polar et tout. Ouais mais en quoi c'est un polar? En quoi qu'est-ce qu'on cherche en fait? On avance pourquoi? Enfin, c'est hyper surprenant parce que j'étais dans ce livre, j'étais prise dans ce livre. C'est un page-turner. On est très rythmé en plus par ses côtés zone de conflit, France, zone de conflit, France. On avance comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais en fait, je cherche quoi? Le livre ne commence pas par un meurtre, ou alors des meurtres, on en a des dizaines, des centaines, parce qu'on est en zone de guerre. Donc en fait, ce n'est que ça. Ce ne sont que des meurtres en fait. Mais derrière, l'objectif du livre, c'est pas de chercher le meurtrier, on sait qui c'est. On sait qui tue tous ces gens de zone de conflit en zone de conflit. Du coup, c'est quoi l'intérêt en fait? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut savoir? Qu'est-ce qui titille notre curiosité? C'est assez perturbant parce qu'en fait, je ne savais pas répondre à cette question. Moi, j'aime les polars, j'aime les Agatha Christie. Quand on me dit, voilà, il y a un meurtre, et derrière, on se demande qui est le meurtrier parmi une dizaine de personnes, en plus c'est en huis clos, etc. Voilà, ça, c'est ce que j'apprécie. J'aime aussi les livres de Clarisse Sabar, comme je vous le disais avant, parce qu'en fait, on est dans des secrets de famille. Et donc, pour moi, un secret de famille, c'est comme une intrigue policière. On va essayer de deviner quel est ce secret de famille. L'auteur va jouer avec le lecteur sur ah ouais mais il y a un secret, ah oui mais je te dirai pas, ah mais il y a un secret, ah mais tu le sais pas, ah mais voilà. Donc derrière on est tenu en haleine jusqu'à la fin du livre où on découvre quel est ce fameux secret de famille. Donc en fait on est vraiment globalement enfin moi en tout cas je suis globalement habituée à ça, à ce style de livre-là. Là, c'est pas le cas. Je peux pas vous dire ce qui m'a tenu en haleine. Pourtant, je l'ai lu, enfin, j'enchaînais les pages et tout ça. C'était dur et pourtant, j'enchaînais les pages. Je peux pas vous dire, je veux savoir comment je vais arriver à ça, je veux savoir quel est le dénouement. En fait, je sais pas. J'espère être surprise, j'espère vivre des retournements de situation. Je peux pas dire que j'en ai vraiment vécu, j'ai vécu des choses difficiles, mais ça ne reste qu'un tome 1. Voilà, donc c'est très perturbant, c'est prenant, c'est prenant aussi émotionnellement,
on veut savoir où on va, on ne sait pas où on va et on y va quand même. Et voilà. C'est peut-être ça aussi un livre qui est vraiment bien écrit, c'est que l'auteur arrive à nous embarquer sans nous donner une idée de la route. Enfin, la route qu'on suit, c'est une route chronologique, parsemée de conflits et de Grégory qu'on voit à chaque fois encore plus meurtri par chaque conflit en fait, hein, qui a un impact sur lui très difficile. Et en fait, on avance comme ça et sans savoir exactement où on va. Et ensuite, on s'arrête à la fin de ce livre en se disant « Ah, c'est quoi cette fin? C'est quoi ce truc? Je veux vraiment lire la suite, c'est trop difficile. » Et voilà. Donc, très perturbant partout. Par ce côté où on ne sait pas exactement où on va et en même temps par ce côté où les sujets sont difficiles. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez déjà lu l'un de ces livres ou si certains vous tentent, n'hésitez pas à me le dire aussi. On est vraiment sur 4 livres vraiment différents, hein. On a un feel good, mais dans le bon sens du terme. Vraiment un livre qui fait du bien, alors que le sujet est difficile. Mais franchement, ce livre m'a fait beaucoup de bien. On est dans une histoire de famille, un premier tome hyper prometteur, hyper chouette. Là, on est dans un thriller d'ambiance avec un côté un petit peu angoissant et un dénouement trop bien. Et puis là, on est dans un premier tome avec énormément d'émotions fortes. Ça vient titiller notre sentiment d'impuissance, beaucoup d'injustice, etc. Et voilà. Donc 4 livres différents que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc comme je vous dis, n'hésitez pas à me dire celui qui vous attirerait le plus ou celui ou ceux que vous avez déjà lu. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures. On se retrouve très très vite pour plein d'autres vidéos, bien évidemment. Et à bientôt.